la mort. Moi, je conduis et toi, tu écartes ceux qui sont trop près. 2 hommes pour conduire une 4 chevaux? Qu'est-ce que c'est que cette fantaisie encore? Après le décès de René Goscinny en novembre 1977 et la fermeture du studio Idéfix en 1978, tous les écrans français sont occupés par l'animation américaine et japonaise. Tous, non. Seule une poignée d'irréductibles issus de l'Association française pour la diffusion du film d'animation résiste encore et toujours à l'envahisseur pour la sauvegarde de l'animation gauloise et organise en janvier 1983 les assises de l'animation dans la ville de Lyon afin d'alerter les producteurs, diffuseurs et politiques de l'Hexagone sur cette désertification. L'appel ne tomba pas dans l'oreille d'un sourd et en 1983, Jack Lang, alors ministre de la Culture, mit en place ce qu'on appela le plan Image afin de relancer l'animation en France. Le même Jack Lang qui inaugurera ce parc le 27 avril 1989 d'ailleurs. Oui, je me suis dit, quitte à faire une vidéo sur Astérix, autant voir les choses en grand. Ce plan fut en 4 points que je ne détaillerai pas trop par manque de temps, mais en gros il s'agissait de forcer les chaînes de télévision, dont surtout Antenne 2 à l'époque, à diffuser ses dessins animés en participant à la coproduction de l'animation française, et aussi aider à la formation grâce à la création de nouvelles écoles, car il faut dire qu'à l'époque n'existait surtout que l'école des Gobelins pour l'animation, créée en 1975 afin d'aider, et c'est là où ça nous intéresse, à la production du long métrage des 12 travaux d'Astérix pour le studio Idéfix de Goscinny et Uderzo. Ce fut cette relance qui permit aussi, bien qu'il en existait auparavant, la création de nouveaux studios d'animation tels que MacGuff en 1986 qu'on connaît aujourd'hui sous le nom Illumination depuis le rachat par Universal, ainsi que le studio France Animation qui fit la série des Mondes Engloutis en 1985 à laquelle participa deux frères au design nommés Paul et Gaëtan Brizzi. Les réalisateurs de La Surprise de César, le film dont on va parler aujourd'hui et qui fut produit notamment grâce au plan Image de Jack Lang. Vous voyez, cette intro n'était pas si inutile tout compte fait. Dépêche-toi, nous n'avons pas le temps. Mais revenons en 1977, quelques mois avant la disparition de Goscinny, qui, à la suite d'un conflit avec l'éditeur d'Argo à propos d'un Lucky Luke édité sans qu'un contrat ne fût signé, et quelques bisbilles à propos du magazine Pilote, souhaitait rompre tout lien avec l'éditeur. La suite on la connaît, René fait un test d'effort chez un cardiologue et décède dans la foulée, tandis qu'Albert, alors qu'il venait de terminer la planche 37 d'Astérix chez les Belges, décide de tout arrêter. Mais Uderzo est sommé par décision de justice de terminer quand même l'album, et après parution quittera Dargaud en fondant les éditions Albert René le 1er octobre 1979, tandis que Dargaud garda les droits d'exploitation pour les 24 albums précédents, droits qu'ils perdront en 1998 à la suite d'un nouveau procès pour royalties non distribuées. Mais c'est une toute autre histoire. Mais pour les droits cinématographiques, ce fut un peu plus compliqué, puisque ce fut la société Gaumont qui obtint les droits, à la seule et unique condition que le premier film soit terminé 6 ans plus tard, soit en date du 1er octobre 1985, sinon tous les droits d'exploitation reviendraient à nouveau à Dargaud. Il s'agit de business, tout simplement de business. Ce qui est super ironique quand on se rappelle que la production du film Astérix le Gaulois en 1967 avait été faite par Dargaud mais sans l'accord des auteurs. Il faut bien qu'il y en ait qui perdent pour que d'autres gagnent. Et si au départ les dirigeants de Gaumont, par le biais du producteur Yannick Piel, tentèrent de faire le long métrage aux États-Unis dans les studios Hanna-Barbera, comme c'était déjà le cas pour les films Lucky Luke, ils se rendirent vite compte que ces derniers ne connaissaient absolument pas la bande dessinée Astérix, et ils décidèrent alors de fonder eux-mêmes leur propre studio d'animation au 25 rue Yves Toudic, qui seront ensuite repris par Marc Dupontavis bien des années plus tard pour créer la société Xilam, qui récupérera en 2001 les droits de Lucky Luke pour un film et des séries animées, dont je parlerai probablement un jour. C'est quand même bien fait. On y arrivera, Lucky Luke. Et vous savez pourquoi? Parce qu'on pense positif. Et quand on pense positif, on ne pense pas négatif. De nombreux animateurs venant de toute l'Europe furent donc engagés à tour de bras, et si certains avaient déjà travaillé sur les anciens Astérix, comme Bernard Roseau dans les 12 travaux, la majeure partie fut composée de débutants qui connurent quasi tous ensuite une immense carrière chez Disney ou DreamWorks, comme Éric Bergeron qui réalisera La Route d'Eldorado, Jean-Jacques Prunès qui travaillera ensuite pour Don Bluth dans Rockerico, Ken Duncan qui supervisera Meg dans Hercule et qui bossera sur le TMNT de 2007, Pascal Pinon qui co-réalisera Kaena la prophétie, Brigitte Rebout qui
fera les décors de Super Baloo ou du Trésor de la Lampe perdue, le film de la bande à Picsou, ou Christophe Serrand qui travaillera ensuite chez Spielberg pour Fievel au Far West et Balto avant de superviser l'animation de Dragon. Les meilleurs, des meilleurs, des meilleurs. Il faut savoir en outre qu'à la différence des studios américains où chaque animateur est consigné à travailler sur uniquement un seul personnage, comme lorsque Ken Duncan s'occupe de Jen dans Tarzan, l'accompagnant ainsi durant tout le film, et bien pour Astérix et la surprise de César, chaque animateur s'occupe intégralement d'une séquence, en entier, comme Christophe Serrand s'occupant du passage où Obélix taille un menhir, en animant aussi le papillon là, ou Jean-Jacques Prunès sur la première apparition de Pierre Tchernia, et qui anime aussi le décurion Superbus. Tu es nouveau ici? Je suis arrivé avec la dernière cohorte. Alors n'attaque jamais les irréductibles Gaulois des curieux Superbus. Ce qui est cool sur le papier, mais faut vraiment pas être regardant au niveau des looks et au niveau de l'animation. Prenons Falbala. Si dans les 10 premières minutes la demoiselle ressemble assez à son modèle de la bande dessinée, eh bien son état se dégrade au fur et à mesure, ne ressemblant plus à rien une fois arrivée en Afrique. Non, là elle est dégueulasse. Et même Astérix et Obélix ont des styles d'animation totalement différents en fonction des scènes, avec carrément un moment ultra chelou ici où ils ont des gueules élastiques. Ça, c'est une bonne idée. Mais ça reste quand même beaucoup moins flagrant que les différents looks de Tragicomics tout au long de la surprise de César, qui, alors dans la BD est une parodie de Jean Marais, lecteur de Fantomas, tandis que dans le film, il ressemble à rien, je suis désolé, il ressemble à rien. La seule exception étant le personnage d'Idéfix qui fut animé quasi intégralement tout le long par Mike Smith, qui travaillera par la suite sur les requins de Peur Bleue. Quoi? Et qui réalisera également ensuite le générique de Futurama. Ah oui, mais j'aurais dû commencer par ça. Bon, après chez Disney, tu as quand même plusieurs animateurs par personnage, et certaines séquences sont aussi animées par d'autres équipes. Oui, avec un œil exercé, tu peux parvenir d'ailleurs à différencier les styles en fonction des scènes. Après, il faut aussi les excuser, parce que non seulement le style d'Uderzo n'est franchement pas évident, de plus, je vous rappelle que les animateurs avaient un peu une énorme épée de Damoclès au-dessus d'eux, à cause d'une deadline infernale. Ne perdons pas de temps, nous sommes pressés. Et à un an de la date fatidique, panique sur le pont. Le réalisateur Ginger Gibbons, qui avait été mis à la base sur le projet et qui n'avait jusque-là que quelques publicités britanniques à son CV, fut débouté de la production car, n'étant pas habitué au travail sur du long-métrage, il n'avait strictement rien branlé. Et en septembre 1984, rien n'avait encore été fait sur le film. Et c'est ainsi que Paul et Gaëtan Brizzi, alors assistant réalisateur de la surprise de César, furent promus au poste de réalisateur. Certes, les deux jumeaux n'avaient auparavant réalisé que quelques courts-métrages, mais qui furent maintes fois primés dans les festivals. C'est pour cela qu'ils deviendront par la suite des cadors dans la profession, en ouvrant après le film les studios de Montreuil, qui firent le Piaf, et qui deviendront Disney France quelques années plus tard, nous donnant, entre autres, le film de la bande à Picsou, le Trésor de la Lampe perdue, ainsi que l'excellent Dingo et Max, et qui seront ensuite consultants chez Disney. Et pour la surprise de César, ils décidèrent donc de reprendre intégralement tout le travail à zéro, en refaisant carrément le storyboard, car le film, en l'état, était complètement infilmable, sans queue ni tête, et d'une durée de 2 heures, ce qui est cool en principe, mais pas quand tu as un film à livrer dans un an. En effet, alors que la norme à l'époque était de ne prendre qu'un seul album pour chaque film, comme pour Astérix le Gaulois où ils prirent Astérix le Gaulois, ou dans Des Eton avec des Gitans, Pierre Tchernia, le scénariste qui nous a quitté l'an dernier et qui connaissait très bien Goscinny et Uderzo, avait choisi de baser son scénario sur 2 albums au lieu d'un seul, en reprenant d'un côté Astérix Légionnaire pour la première moitié du film, puis Astérix Gladiateur pour la suite. Mais, ne voulant pas trahir l'œuvre originale, ce qui est tout bien à son honneur, Tchernia avait écrit 120 pages que les Brizzi durent réduire à 80, donnant ce curieux sentiment d'un film au rythme effréné où nos deux Gaulois passent de scène en scène sans vraiment se poser, traversant à la vitesse de la lumière les 600 décors du long métrage, collant de ce fait avec le rythme de production délirant du studio Gaumont, dans la réalité, puisque comme rien n'avait été encore fait, chaque séquence était quasi réécrite, storyboardée et animée au jour le jour. Et le film commence, bien tout tranquillou par un plan large de la plage, avec vue sur le camp de petits bonhommes, enfin sûrement, puisqu'on est près de la mer, le tout sous une chanson de Plastique Bertrand, parce qu'il était sûrement en solde, je sais pas. Avec César, t'auras pas l'Oscar. T'as l'air romantique, mais ta remet en toc. La chanson est très drôle, certes, mais il faut quand même se l'avouer, c'est vraiment pas terrible. A noter que Plastique arrivera avant-dernier de l'Eurovision 2 ans plus tard, et qu'il tentera dans un dernier sursaut de revenir en 1989 avec un navrant remix. Astérix est là. Ça va faire mal, ça va cogner la bagarre. César, tu cherches dans la gare. T'as qu'une idée fixe, je t'oublie Obélix. Arrière ça attend, ancien combattant. En support les pommes, t'as le look qui dégomme. Bertrand, je ne sais pas à quoi tu planes, mais le plastique ça ne se fume pas mon gars. Et afin de nous faire entrer plus facilement dans l'univers du film, nous débutons par un chouette travelling avant survolant le camp.
Le son de mise en scène bien apprise de chez Disney qui nous fait ça tout le temps, de Peter Pan au bossu de Notre-Dame, en passant par Bernard et Bianca au pays des kangourous. Et notez le souci du détail de mettre autour du village gaulois les 4 camps romains qui... Alors non, attends. C'est quoi ce camp encore à droite là? Du coup c'est celui-là, petit bonhomme, puisqu'il est plus près des côtes. Aquarium à l'arrière, Baba au Rhum sur la gauche, donc nous on venait de Laudanum, mais non, Laudanum c'est pas possible, il donne dans les terres ce con, et on peut pas arriver par la mer. Oh, on s'en fout. Et après cette entrée en matière très cool, oui mais pas du tout fidèle géographiquement, on découvre les gens du village, qui semblent n'avoir pas encore branché leur micro. César, tu cherches la bagarre. Oui, je vous jure, j'ai touché à rien, tu les vois bien parler dans le vide, ce qui pourrait dire qu'un dialogue fut enregistré, mais jamais intégré, c'est super perturbant. Ah, on y voit aussi Abra Raccourcix jouant aux boules avec des pierres en argile, ce qui est crédible historiquement, si j'en crois Wikipédia. Par contre, la pomme de terre Astérix, ça c'est non, ça vient d'Amérique, et chronologiquement, tu n'y avais pas encore foutu les pieds. Sans les aliments ordinaires des Andes, notre table perdrait beaucoup de sa saveur. Et pour la petite histoire, c'est issu d'une case du Tour de Gaulle où Uderzo s'était déjà planté avec ses patates. Après, on va pas chipoter, Astérix niveau anachronisme c'est rock'n'roll, hein. Même si Uderzo et Goscinny ont fait des efforts, tu pourrais passer des heures à tout relever. Les Gaulois n'avaient pas de cheminée, le coup de soulever le chef sur le pavois, ça date des Francs au 4e siècle, ça date pas des Gaulois, ça bouffait que rarement des animaux sauvages, Jules César n'a jamais été empereur, l'arc de Constantin qu'on voit là derrière ne fut construit que 4 siècles plus tard, et ok, je peux faire un petit effort pour le Colisée, qui n'existait pas encore à l'époque de César, certes, mais on va dire qu'il fut reconstruit parce que Obélix l'avait bousillé à la fin. Non, en fait, moi ce qui me choque le plus, c'est César là, qui note avoir conquis la Bretagne sur sa carte géante, alors qu'il ne le fera qu'1 an plus tard au cinéma. Sauf un petit village qui continue à résister. Oui, je sais, il va falloir que je m'en occupe. Tu me disais qu'il arrive des cadeaux venus de toutes nos provinces? Bah oui César, même des provinces que t'as jamais eues. La Germanie t'y a jamais foutu les pieds, l'Afrique autre que la Numidie n'en parlons même pas, et le bassin méditerranéen ça s'arrête normalement à la Macédoine. Je commence à douter de la fiabilité de ta guerre des Gaules mon gros. Bon, le film commence donc en reprenant la bande dessinée d'Astérix Légionnaire, l'une de mes préférées, où nous voyons Obélix faire la connaissance de Falbala. Qui alors, dans la BD, c'est la fille de Plantaquatix, un villageois lambda, et qui est ici la nièce de notre chef. Alors déjà, ça fait redondance avec le personnage de Goudurix, également neveu du chef et fils d'Océanonyx. Océanonyx, Plantaquatix, allez, on va dire que ça coule de source. C'est ce qui se fait enlever également, tiens. C'est vraiment une malédiction dans ce village. Regarde, Pantoutatis, il a été enlevé par les Vikings. Et c'est pas le seul changement, puisque même Tragicomix, qui n'est juste qu'un étudiant de Condate dans la BD, devient ici le fils d'un chef d'armorique et non pas un esclave. Donnant au film, du coup, un petit côté chevaleresque, avec notre couple composé d'un prince et d'une princesse. D'ailleurs, alors qu'on ne découvrait Tragicomix dans la bande dessinée qu'une fois arrivé en Afrique, puisque son enlèvement n'était annoncé que par un télégramme de Pneumatix le facteur, dans le film, on l'aperçoit dès la 14e minute, et il se fait enlever à peine 1 minute après. T'es un gros nul! Superbus emmène nos 2 tourtereaux au camp devant un centurion terminus apeuré, ressemblant à Pierre Tchernia et interprété par Pierre Tchernia, ça tombe bien. Tu voulais faire un coup d'éclat, Décurion? Tu as réussi. Tu es content de moi alors? Et si le nom est une référence à Hôtel Terminus, chef de détachement de la 1ère Légion, 3ème cohorte, 2ème manipule, 1ère centurie d'Astérix Légionnaire, qu'on revoit quand même dans le film mais qui n'est pas nommé, le personnage, lui, semble issu de la bande dessinée Astérix en Corse, avec le centurion Gaspacho Andalous qui ressemblait déjà à Pierre Tchernia, et dont la scène semble faire référence au moment où Ocaterine Tabella Chic-Chix est emmené dans le camp romain. D'ailleurs, dans la même BD, tu peux également apercevoir le décurion Science Infus, qui servira de modèle pour le Superbus du film, et qui est ici interprété par Patrick Préjean. Ouais, j'ai comme un pressentiment que ça va s'arranger. Tant mieux. Profitons de la surprise, il faut tomber sur eux et les écraser. J'en profite d'ailleurs pour vous faire un petit topo sur le doublage excellent du film, avec certes toujours Roger Carrel en Astérix, Parfois il faut savoir être aimable, Obélix, qui double le personnage depuis sa première apparition du début de Romain en Gaule, un téléfilm réalisé par Pierre Tchernia. Et alors si Obélix était doublé jusqu'aux 12 travaux par l'acteur Jacques Morel, ici c'est Pierre Tornade qui l'interprète pour la première fois. Le Romain avec qui tu as été très aimable est très aimable avec moi. Est-ce que je peux être très aimable avec lui? Bien sûr. Pierre Tornade qui faisait, Abra Raccourcix dans les 12 travaux, tiens. Mimine! Mais Mimine, c'est moi qui dois être sur ce bouclier. Je suis le chef après tout. Caius Optus, lui, est joué par Pierre Monty, ce qui fait, avec Pierre Tornade, 2 acteurs de la 7ème compagnie dans le film. Allez, embarquez la marchandise, vous autres. Hein? Avec moi, on finit toujours par s'arranger. Je me suis chié dessus.
tandis que César est interprété par Serge Sauvion, qu'on connaît surtout pour avoir été la voix française de Peter Falk dans Columbo. La bonté de César est infinie, ou presque. Dites donc, votre raccourci, j'ai plutôt l'impression qu'on s'y allonge. Hein? Enfin, on est plus vite arrivé dans le fond. Tragicomics est doublé par le comédien Thierry Raguenaud, qu'on connaîtra surtout pour la voix du prince Eric dans La Petite Sirène. Ça m'ennuie de ne pas savoir votre nom. Ah, je peux peut-être le deviner? Jamais. Non, d'accord. Falbala, quant à elle, est interprétée par Séverine Morisot, qui double Isabelle dans le Noël de Mickey et qui sera surtout Zaza dans la bande à Picsou. Ensuite, tu prends de petites gorgées et tu parles à tes invités. Plutôt mourir. Je vais fermer les yeux. Bon, allez, on va pas y passer la journée. Et après qu'Idéfix eut ramené le ruban de Falbala, s'ensuit le moment où Panoramix nous prépare de la potion magique, dans une magnifique séquence remplie de tout plein d'effets visuels sympathiques, et comme c'est l'une des seules qui prend son temps, profitons-en. Avec en plus le petit détail du homard pour préparer la potion, qui était l'un des ingrédients énoncés dans Astérix le Gaulois. Le homard n'est pas nécessaire, mais ça donne du goût. Je peux en avoir. Et c'est là où le scénario rejoint pour un moment l'album Astérix Gladiateur avec nos deux ados à la place d'Assurance Tourix, ce qui est mieux pour les oreilles. Où les Gaulois défoncent le camp romain dans une séquence de baston qui sera recyclée, telle quelle, je déconne pas, par nos petits malins dans Astérix chez les Bretons, parce que pourquoi galérer à animer quand on a déjà les assets sous la main? Veni vidi non vici. Tchernia nous dit que Superbus a déjà tracé jusqu'à Condat, et on repart sur le scénario d'Astérix Légionnaire avec des plans directement calqués sur les cases de la BD où tu peux t'amuser à déceler les différences entre les deux, comme la disparition de figures allégoriques, le goth à gros manteau, la présence de Libère qui remplace le grec, et la disparition de cours de tennis l'égyptien. Ah, mention spéciale Mouléfix le belge qui passe du roux au blond en fonction des plans et qui perd sa houppette à la Tintin de la BD en la filant au goth, ce qui n'a donc aucun sens puisque le goth il est pas belge. Et tant qu'on est dans les blagues, il y a un interprète aussi qui disparaît. En fait, d'Astérix Légionnaire, Librizzi était beaucoup plus intéressé par la partie dramatique de l'album, concernant la disparition de Tragicomics, au lieu de l'aspect humoristique, éludant ainsi de nombreux passages comme la visite médicale, réduite à son strict minimum, tandis que l'entraînement de nos héros ne semble au final ne durer qu'une seule journée. Néanmoins, ils gardèrent tout de même l'intégralité de l'hilarant passage du repas, avec l'anglais qui kiffe la bouffe dégueu, et la réplique d'Astérix sur la cuisine des armées. Plus les armées sont puissantes, plus la nourriture est mauvaise. Ça maintient les guerriers de mauvaise humeur. Je ne pensais pas que l'armée romaine était aussi puissante. Même tout le passage avec le cuisinier balancé dans la soupe est gardé, et qui est doublé ici par Pierre Mira, qui était le curé de la 7ème compagnie. Des curieux, c'est pas sérieux. La soupe aura le goût. Et si ça descend, prie le bon Dieu. Ce ne sera pas, d'ailleurs, le seul issu du casting des films de l'amoureux, puisque, déjà, dans les voix secondaires, tu as aussi Paul Mercey, qui jouait le boulanger dans la 7ème compagnie, et qui est décédé peu après le doublage d'Astérix. Vous m'entendez? Faut pas rester là. Tu as aussi Paul Bissiglia, qu'on voit ici en soldat de la 7ème. Le Sud, Et même Alain Doutet, le papa de Mélanie, aussi, et qui faisait le petit dans la 7ème compagnie. Bref, le reste de l'album Astérix Légionnaire est enchaîné à vitesse grand V puisque la traversée de la Gaule ne durera que le temps d'une scène. Et t'as même une vanne qui semble avoir sauté au montage quand Brice Radius il annonce « Faites-moi les malins quand je vous tirerai du lit au petit matin. » Puis au lieu de voir les Gaulois réveiller tout le monde comme dans la BD, non, là tu les vois direct en train de marcher gaiement au plan suivant. Jusqu'à l'embarquement où tu entends quand même, en furtif, Posez vos sacs à fond de cale et venez au rame. 2 par banc. Poil aux dents qui était un running gag de l'égyptien dans l'album, mais qui disparaît ici, et même si c'est cool d'en avoir au moins laissé un. Et après une scène d'embarquement que je n'ai jamais vraiment compris, s'ensuit l'arrivée en Afrique où tu revois quelques personnages issus d'autres albums, comme Perclus tiré du combat des chefs, ou bien Aérobus de la Zizanie, parodiant Lino Ventura normalement, sauf que là bon il ressemble vraiment à rien, et chose amusante, ce n'était pas la première fois que Lino apparaissait dans un Astérix, puisqu'on l'apercevait également dans un gag de 2 Romains en Gaule. Ouais, t'imagines, tu percutes un type dans un bar, il se retourne énervé, et là, c'est Lino Ventura. Mais pour en revenir au passage en Afrique, l'animation est vraiment aux fraises et hormis un très joli plan du cul du cheval à l'arrivée au camp, et le moment dramatique où Falbala se fait violenter par Lino, le reste de la scène est assez naze avec des personnages mal fichus, enfin on dirait American Dad là sur ce plan. Alors d'accord, l'Afrique ça permet de faire de jolies images de notre couple maudit perdu en plein désert. T'es vraiment un gros nul. Mais tu pourrais enlever tout ce passage et envoyer directement nos Gaulois de Massilia à Rome, que ça changerait rien du tout.
D'ailleurs, après avoir passé même pas 2 minutes dans le camp, Obélix rouvre la porte et Superbus disparaît à tout jamais. Non, en vrai, Superbus bouge encore, mais il est quasiment mort. Comme leur carrière musicale. Bref, nos Gaulois traversent le désert, croisent un personnage calqué sur Josué Pas y aller de l'Odyssée d'Astérix, et t'as même un super repompage d'un gag d'Astérix et Cléopâtre quand Astérix tient le chameau. Et puis, à la 40e minute, tout ce beau monde se retrouve à Rome, et ça en est fini pour Astérix le Légionnaire. Fin de tournage pour tout le monde, il n'y aura même pas eu les combats contre Scipion. D'ailleurs, une fois arrivé à Rome, hormis le retour du centurion Brice Radius, il ne sera plus jamais fait référence à toute la partie Astérix Légionnaire de la surprise de César. Chaque personnage de la première légion, 3ème cohorte, 2ème manipule, 1ère centurie n'ayant été réduit qu'à de la figuration. Où vas-tu? Je vais demander ma pension d'ancien combattant. J'ai l'impression que quelqu'un arrive. Y a même pas les pirates, alors que c'est un passage obligé. Et pourtant, ils traversent la mer 2 fois, donc il y avait bien la place de les mettre. Uderzo étant même obligé, depuis qu'il les avait oubliés dans le Tour de Gaulle, de caser les pirates au moins une fois par album. Mais là encore, la scène n'étant qu'un arrêt baston réclamant beaucoup trop d'animation, il fallait bien la faire sauter, il faut aller vite. Et c'est probablement pour s'excuser de leur absence qu'on les verra dans le film suivant dès le premier plan, et qu'ils réapparaîtront ensuite 3 fois durant le long métrage. Dis Astérix, qu'est-ce qu'ils font les pirates? Puis y a pas la bataille de poissons aussi, pareil, c'est super important. Mais là aussi, la séquence dégagea probablement parce qu'elle était trop compliquée à faire, mais réapparaîtra dans Astérix chez les Bretons, et ce, dès l'arrivée au village. Bon, après, je dis ça, mais t'avais pas de pirates ni de baston de poisson dans les 12 travaux, hein. Le film était déjà assez condensé comme ça. Nous avons couru, nous avons lancé le javelot, nous nous sommes battus, nous avons affronté des prêtresses, des magiciens, des cuisiniers, des bêtes, des fonctionnaires, des crocodiles, des gâteux, mais nous n'avons pas dormi. Bon, je ne dis pas non plus que toute la première partie du film est inintéressante, t'as une pléthore de vannes reprises de l'album, ainsi que de nombreux gags en arrière-plan, puis on profite tout de même d'une bonne dose de dépaysement avant que l'action ne s'enracine à Rome, pour les 40 minutes restantes. Donc, effectivement, c'est bancal, trop rapide et surtout frustrant quand tu connais la BD, mais sûrement que le film aurait été plus ennuyeux s'ils avaient uniquement voyagé à Rome. En fait, t'as juste l'impression qu'un deuxième film beaucoup plus intéressant et beaucoup mieux structuré commence, puisque le film prend enfin une vitesse de croisière convenable en nous proposant de nombreux passages comiques non seulement issus de la BD, La main au sifflet et vers l'extérieur. mais également non issus de la BD, comme lorsque Caius Optus marchande avec Farfelus, doublé par Philippe Dumas et calqué sur le personnage d'Épi de Maïs. Dis-moi, il me semble que ton étalage dépasse l'alignement. Hein? Imagine que le préfet de Rome le sache. Tu perdrais ton commerce. Et je t'ai vendu les 2 esclaves 2000 sesterces. Ça va, Gaius? Moi aussi, cela 500 sesterces. Moi, disons 100 sesterces. Non, je vais tout te dire. Et tu as également toute une séquence dramatique non issue des albums ayant traumatisé toute une génération d'enfants lorsque Astérix est enlevé, foutu en tôle et qu'un orage éclate dans de magnifiques décors, avec Obélix parcourant les rues de la ville tandis qu'Idéfix est plongé dans les égouts à la recherche de la gourde de potions magiques. Ce qui est cool avec cette scène, c'est que non seulement le scénario s'arrête enfin un moment juste pour nous montrer une ambiance, puis on a toute une séquence avec Idéfix comme héros alors que le petit chien était absent des 2 albums, je veux dire, il n'existait pas encore dans Astérix Gladiateur, et dans Astérix Légionnaire, il était filé aux douces mains de Falbala. Donc ça, c'est tout aussi cool. Et surtout, elle marque parce qu'elle montre une ambiance sombre différente du reste du long métrage, faisant pas mal penser à ce que Don Bluth commençait à imposer de l'autre côté de l'Atlantique, avec son Brisby et son secret de Nîmes. D'ailleurs, coïncidence rigolote, les frères Brizzi illustreront la version française du roman, dont est issu le film de Bluth. Mais bon, il s'agit vraiment juste d'une coïncidence, puisque même s'il y a aussi des rats dans la séquence, Paul Brizzi m'avait dit que ça n'avait rien à voir, et que ça coulait de source d'avoir des moments dramatiques dans le cinéma d'animation. On peut d'ailleurs rapprocher ce moment d'autres passages cultes mis en scène par le duo, même s'ils ne sont pas crédités en tant que tels, comme le début du Tarzan de Disney avec le naufrage du bateau, ou toute l'introduction du bossu de Notre-Dame dans la neige. En fait, les seuls défauts de la séquence sont la réutilisation de quelques plans histoire d'aller plus vite, et le fait que Vladimir Cosma, le compositeur, ne s'est pas du tout fait suer, puisque le thème qu'on entend là est en fait issu de ça.
Cosma ne se désarçonnera pas pour le film suivant et utilisera cette musique-là. Pour cette scène-là. Et puis le film se permet aussi un final en apothéose lorsque nos deux héros atteignent le Colisée en reproduisant sur grand écran la fameuse course de chars du Ben-Hur de William Wyler de 1959 qui était déjà présente dans l'album vu que le film était sorti 5 ans auparavant et qui... Bon, c'est super bien animé et tout, hein. Non, c'est rempli de moments de bravoure, c'est vraiment génial. Faut juste faire abstraction des quelques répétitions d'animation. Quelques répétitions, c'est juste quelques plans qui se répètent. Allons-y, c'est le dernier tour! Dernier tour! C'est le dernier... Après, je chipote, mais en vrai, tout le passage à Rome est vraiment cool, avec tout plein d'easter eggs pour les fans, puisqu'on y voit Garde Fréjus, des lauriers de César, ici, sur la gauche, avec dans le fond Homéopatix, le beau-frère d'Abracoursix, ici, là, c'est Infarctus des Helvètes, là, vendu par Typhus, des lauriers de César, nous voyons A plus Bégalix, du combat des chefs, probablement pas encore remis de son coup de menhir, là, c'est Anglégus, du domaine des dieux, BD d'où est issue aussi la matrone qu'on voit ici. Tu retrouves également le geôlier officiel du Colisée qui apparaît non seulement dans les lauriers de César et qu'on reverra dans les 12 travaux également. Voyons, c'est laquelle? Et qui parle ici à Gatessos des mêmes lauriers de César. Et enfin, tu as aussi Okeibos, ou son jumeau d'Astérix aux Jeux Olympiques, ici à l'arrière dans l'arène. Et ça marche aussi dans les deux sens puisque de nombreux designs seront aussi repris dans les films suivants, comme le Romain gardant la caserne qui deviendra Crétin Lapsus. C'est un lapsus! Pardon, c'est un lapsus. Doublé par Pierre Mondy dans celui-là et qu'on reverra en option dans Le Coup du Menhir, doublé cette fois-ci par Patrick Préjean. Alors on l'embarque? Et même Épine Maïs, alors qu'il n'apparaissait pas dans l'album, sera réutilisé sous son vrai nom cette fois pour Astérix chez les Bretons. Du coup, pourquoi ne pas avoir laissé son vrai nom? Et je sais pas. Ok, comme je l'ai dit précédemment, la première partie reste pas mal rapide, histoire également de coller au rythme de production du bousin. Mais une fois passé l'Afrique, le long métrage se permet quelques détours savoureux et retrouve une partie de l'humour qui faisait le charme de la BD, en reprenant directement des phrases. Ils ont une faim terrible, oh César. Depuis qu'ils ont été capturés, on les nourrit seulement avec un yaourt par jour. Et en y ajoutant aussi quelques gags inédits, comme le moment avec la pièce qui vole, ainsi que l'orateur qui gueule pour sa cervoise. Et tout un passage hilarant dans les termes avec l'animation d'Obélix, là, qui tente à chaque fois de remonter sa serviette. Le tout mixé avec de nombreuses scènes spectaculaires sur grand écran, ainsi qu'une bonne dose de dépaysement sous la splendide musique de Vladimir Cosma. Dépaysement et humour qui sont principalement les raisons pour lesquelles je kiffe ces albums. Et à la différence d'Astérix chez les Bretons, qui ne fait que transposer la bande dessinée au cinéma, qui reste un bon film, je n'ai pas dit l'inverse, mais c'est juste la BD en version animée, au moins Astérix et la surprise de César se permet d'adapter l'œuvre littéraire sans la trahir, et en rajoutant de nombreux passages dramatiques, devenant ainsi, un film des frères Brizzi quoi. Et bordel, qu'est-ce que ce film est cool! Surtout quand tu sais que toute l'équipe a dû travailler d'arrache-pied 70 heures par semaine durant toute une année pour terminer le film pile pour sa diffusion le 1er octobre 1985 dans une salle de cinéma à Boulogne-Billancourt, évitant ainsi la perte des droits, et que tous les bénéfices qui suivront repartent dans la poche de Dargaud, qui ne toucha donc pas un centime sur les longs métrages, dixit l'éditeur. Le film ensuite sortira en version officielle le 11 décembre 1985 dans toutes les salles de France, et le succès public ne se fera pas attendre, avec 1,7 million de spectateurs sur le territoire pour la surprise de César. Spectateurs qui se déplaceront également l'année suivante pour Astérix chez les Bretons, qui fera les mêmes scores à quelques centaines près, ce qui est certes moins qu'Astérix le Gaulois avec son record à 2 400 000, mais tout de même beaucoup plus que le petit million d'Astérix et les Indiens et ses 4 années de production, pour un résultat assez déplorable. Non, c'est de la merde. Assis, je te dis. Non! Et ne parlons pas des films live. On ne vous a jamais demandé de les faire, que vos personnages soient réels, de faire des films avec... Si, on a eu. Mais vous n'avez pas voulu, pourquoi? Nous avons pensé que de faire de nos Gaulois un film, c'est un peu comme si par exemple des Gauloises bleues, on avait voulu faire une bande dessinée. Ouais. C'était mieux, c'était plus direct d'en faire un dessin animé, c'est ce que nous avons fait. Mais bref, j'adore la surprise de César. Certes,
le film ne surpasse pas les 12 travaux en qualité, mais reste dans le panthéon des adaptations avec le coup du menhir, qui reste aussi très intéressant. Et le très chouette Domaine des Dieux, aussi, qui fit presque 3 millions d'entrées. Et dont la suite est prévue pour le 5 décembre 2018 au cinéma, toujours réalisé par Alexandre Astier et Louis Clichy, qui s'appellerait Astérix et le secret de la potion magique, dans une histoire originale et non inspirée d'un album, et pour la première fois, ce ne sera plus Roger Carrel qui fera Astérix, car ce dernier a pris sa retraite après le Domaine des Dieux. Et on se retrouve très prochainement pour une vidéo sur les Gremlins, et d'ici là, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien louper, et parce que vous êtes déjà 50 000, et ça c'est cool. Libre de droit, générique libre de droit, libre de droit, cette chanson est à moi, YouTube l'enlève pas, c'est libre de droit, libre de droit, générique libre de droit, libre de droit, cette chanson est à moi, YouTube l'enlève pas, c'est libre de droit, libre de droit.